Yeah. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète X OpenTri pour boucler cette série spéciale Podcaston. Je le rappelle, le Podcaston, c'est une initiative portée par une ONG qui incite les podcasteuses et les podcasteurs à mettre en avant des actions caritatives, que ce soit des associations, des personnes. Et puis, dans mon cas, via Devenir Triathlète, je veux mettre en avant le paratriathlon, je veux mettre en avant les femmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une invitée qui est Mona Francis. Salut Mona. Salut à tous. Mona, peut-être pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter. Dis-nous tout, qui est Mona Francis? Alors aujourd'hui, je suis sportive de haut niveau, j'ai 34 ans. Donc je pratique du paratriathlon dans la catégorie fauteuil, donc PTWC. Et donc j'ai 2 Olympiades, j'ai participé aux Jeux de Tokyo, donc aux Jeux de Paris également. Et puis là, je suis repartie à l'entraînement depuis quelques mois déjà pour préparer, on verra, pourquoi pas les prochains Jeux. Donc LA 2028. Oui, c'est ça. Après, voilà, on est en 2025, c'est l'année post-olympique. Il y a eu peu de temps entre Tokyo et Paris pour se poser. Donc, je profite de cette année un peu pour me poser, pour recentrer un peu les choses sur les choses essentielles de la vie, on va dire. Et puis on verra où ça me mène. En fait, je continue déjà de prendre plaisir à l'entraînement, de m'entraîner, d'évoluer. Et puis, on verra pour 2028 comment ça va se passer. Il y a toute la phase de qualification déjà en équipe de France, la qualification pour les Jeux. Donc, voilà, c'est un long processus auquel je commencerai à réfléchir, je vais dire, d'ici la fin de saison. Ok, donc c'est fin de saison 2025, donc après il te restera 3 ans pour boucler la Voilà. campagne. Corrige-moi si je me trompe, à moins que les éléments aient changé, mais 2028, l'objectif aussi pour les Américains, au-delà de refaire une grande fête autour des Olympiades, c'est aussi de mélanger les épreuves pour les valides et pour les para-athlètes. Est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour ou au contraire, ça s'annonce difficile? Alors, je sais pas, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, on va dire, des personnes valides, hein, ou pas en situation de handicap, mais valides pour faire court, qui regrettent toujours que les Jeux paralympiques soient décalés de 2 semaines ou 3, suivant les saisons. Mais pour ma part, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. C'est une mise en avant, on allume sa télé, on a des Jeux paralympiques. Et encore, on n'arrive pas à rendre toutes les épreuves à la lumière, que ce soit dans les journaux ou à la télé, parce qu'il y a beaucoup d'épreuves en même temps. Il y a toute la question des catégories de handicap, il y a aussi tous les sports qui sont représentés, féminins, masculins. Donc c'est difficile des fois de trouver l'épreuve qu'on veut, par exemple de tennis de table, de cette catégorie, de ce jour-là, des huitièmes de finale, c'est difficile. Et donc, je pense que si en plus de ça, on mettait les Jeux Olympiques en même temps, alors là, on serait vraiment dans l'ombre. Parce qu'on va pas se mentir, entre je sais pas, une finale d'un 100 mètres nage libre en natation et un quart de finale de tennis de table paralympique, on irait tous voir le 100 mètres nage libre en finale. Donc, je pense que ça serait quand même une erreur de mélanger, je pense, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Après, voilà, c'est mon point de vue. On est plus mis en lumière quand on a nos Jeux sur cette période-là bien définie. Ouais, écoute, je pense que c'est des points de vue qui s'affrontent, qui se discutent. Moi, au contraire, je pense justement je pense que si les Jeux paralympiques avaient lieu en même temps que les Jeux olympiques, peut-être au lieu d'avoir lieu sur 2 ou 3 semaines, mais d'étaler sur 4-5 semaines, c'est-à-dire d'étaler plus mais alors Ouais. pas faire 3 semaines de valide et puis enchaîner tout de suite sur 2 semaines de paralympiques, mais vraiment mélanger, c'est-à-dire par exemple faire toutes les épreuves de natation, qu'elles soient valides, paralympiques, et puis les épreuves d'athlétisme, et puis les épreuves des autres sports, etc., plus les épreuves des sports qui ne sont que en valide et les épreuves des sports qui ne sont que en para, peut-être que ça pourrait apporter aussi un peu plus de visibilité. Enfin, c'est mon point de vue, je sais pas. Je comprends, ouais. Non, mais c'est vrai que ça se discute. Après, il faut savoir que c'est toute une période qui est quand même assez stressante, assez prenante. Moi, si on m'annonce que la cérémonie d'ouverture, elle a lieu début juillet et que la cérémonie de clôture, c'est fin août, pour moi, les Jeux, ils durent 2 mois, même si je cours que mi-août. Ouais, c'est quand même assez prenant, assez stressant de voir qu'il y en a qui sont sur des épreuves, alors que nous, notre épreuve, elle est dans 1 mois et demi. Je pense que ça peut rajouter aussi une pression supplémentaire de rallonger cette période des Jeux.
Nous, en triathlon, on était assez contents de passer sur le début de la période des Jeux pour profiter. Après notre épreuve, il restait à peu près une semaine, 10 jours de jeu. On a pu en profiter. On était beaucoup moins stressés dans le village. C'était beaucoup plus détendu. Et on voyait d'autres personnes, des joueurs d'équipe de volley assis, par exemple, qui eux continuaient de jouer. Et c'est quand même assez stressant pour eux. Déjà, nous, on a cette chance, je pense, en triathlon, d'avoir une seule épreuve sur un jour à une heure donnée. Et il y en a, ils jouent plusieurs matchs par semaine. Et ouais, je sais pas comment ils font pour gérer tout ça. Ouais, c'est le jeu, ça fait Donc, partie de. ouais. Mais rappelons-le quand même. On joue au volley, on joue au basket, on joue au foot, on joue à plein de sports. Par contre, on joue Ah pas en ben, triathlon. moi, je joue au triathlon. Ceux qui me connaissent bien le savent. Pour moi, je joue au triathlon avant de. J'ai besoin de m'amuser, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, de trouver une petite partie ludique. Donc, voilà. Euh, Écoute, revenons un petit peu à toi, justement. Tu nous as dit que tu fais du para-triathlon fauteuil, donc catégorie PTWC, donc pour WC pour wheelchair. Est-ce que tu as toujours été para ou ça t'est tombé dessus après un accident Alors, j'ai eu un accident de la route en 2011, donc il y a déjà un petit bout de temps. Et en fait, suite à cet accident, je me suis mise à faire de la natation, on va dire handisport entre guillemets, parce que bon, je me suis retrouvée à être la seule handisport. Mais l'objectif, c'était de rencontrer d'autres personnes en situation de handicap, de pouvoir discuter avec elles, du regard des autres, de l'appareillage possible, de voilà comment on commence une vie d'adulte, parce qu'à ce moment-là, j'avais 20 ans en étant en situation de handicap. Et puis petit à petit, bah, je me suis prise au jeu des chronos, voilà, aussi du changement physique, hein, parce que quand on commence à nager, on a les bras qui poussent, on va dire. Donc tout ça, ça m'a plu et de là en là, j'ai fait des bonnes rencontres avec un cycliste. J'ai commencé à faire du land bike et puis encore plus tard, je me suis dit, je vais faire un triathlon. Mais ça a été un peu le hasard, les rencontres. Et on peut revenir rapidement sur ton accident. Donc, tu avais Ouais. 21 ans, si je ne m'abuse. Tu l'as dit, à ce moment-là, tu es en pleine construction. Tu passes de l'âge de l'adolescent. Donc, allez, on va exagérer, Ouais. de l'âge de l'enfant entre les deux, à la construction de l'adulte. Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Enfin, si tu veux rentrer un petit peu plus dans le détail, mais donc tu as ton accident, tu es conscient, tu te réveilles à l'hôpital. Comment ça se passe et à quel moment tu. Alors non, pour l'accident en lui-même, en fait, j'étais passagère d'une moto avec un ami. On a fait une sortie de route tout simplement à cause de la vitesse. Le, le grand débat de ma vie de vouloir aller vite. Mais en fait, on a fait une sortie de route. Moi, je me suis retrouvée 50 mètres plus loin de la moto, donc j'ai été propulsée. Lui, il est resté sur place, il s'est pris la moto. Et donc moi non, j'ai été consciente tout le long, donc c'était en pleine nuit, donc une route pas très passante, donc j'ai appelé les secours, j'ai fait le nécessaire pour qu'on ait de l'aide, pour que les secours arrivent, quoi. Et ensuite on a été transporté à l'hôpital, la famille, j'ai prévenu ma famille, ils ont été sur place assez vite, les amis aussi. Et donc voilà, après je suis rentrée au bloc sur le matin, j'ai été opérée. Et après, j'ai été opérée pas mal de fois pendant plusieurs mois. En fait, ma jambe, elle s'est coupée sur le coup, sur le moment. Donc, quand les secours, enfin, j'ai été propulsée de la moto et en fait, quand je me suis rassise, ma jambe était déjà coupée, quoi, on va dire, pour faire court. Donc, il n'y a pas eu grand chose à faire au bloc à part essayer de refermer et de préserver le maximum d'os et de peau possible, quoi. Ok. C'est coupé à quel niveau pour que les auditeurs y voient à Alors, peu au près? niveau du tibia, ça a été Ok. coupé au niveau du tibia. J'ai eu le tibia gauche un peu touché aussi, mais j'ai eu de la chance, ça s'est pas coupé. Mais donc j'avais un bout de mollet en moins qui essaye de repousser entre-temps, mais voilà, c'est pas. Et puis le pied gauche un peu abîmé dans mon accident aussi. Euh, mais à droite, en fait, ma jambe, elle a été coupée nette. Donc l'objectif des chirurgiens derrière, ça a été de pas trop raccourcir l'os et ce qui restait pour pouvoir être bien appareillé. Ok. Et tu me disais que justement, tu as commencé le sport par la natation pour voir d'autres gens. Alors, l'ironie de ce que je comprends, donc,
quand tu le disais tout à l'heure, c'est que tu as commencé aussi pour voir d'autres Andy, d'autres paras, et en fait, tu étais la seule Et en para fait, dans il n'y en ton avait club. pas. Ouais. Ouais. Bon, en fait, la natation, c'est quand même un sport. Bon, on se dévoile hein, physiquement. Je veux dire, on pourrait pas être en petite tenue plus que ça. Et je pense que quand on est handicapé, enfin, qu'on vient d'être handicapé, se montrer en maillot de bain, c'est pas évident. Donc, je comprends qu'il y ait pas. Enfin, il y avait vraiment pas beaucoup de handis. J'ai dû voir deux handis venir en l'espace de 6 mois nager dans ce club. Et donc, oui, je me suis retrouvée toute seule au début à nager 3 fois par semaine. Et puis petit à petit, on a commencé à mettre un peu plus de volume, à rajouter de la musculation et tout. Mais tout ça parce que j'ai commencé à prendre plaisir à nager. Mais au début, oui, moi, j'allais à la piscine en me disant, bah, j'espère qu'aujourd'hui, il y aura d'autres handis et qu'on va pouvoir créer des liens et papoter un peu, quoi. Et comment ça se passe c'est les premières fois, enfin, pas, passons les sujets bateaux, mais le côté peut-être logistique, parce que tu as un bout de jambe en moins, donc tu Ouais. viens comment? Tu viens en fauteuil, tu viens avec des béquilles, comment ça se passe Alors la pour... Et première fois que je suis retournée dans l'eau, en fait, pour tout vous dire, je sais pas pourquoi j'ai choisi la difficulté, on va dire, avec ma famille. On est allé à la plage. On est allé à la plage et c'était une plage de galets en plus. Donc vraiment pas pratique pour marcher en béquille. Donc j'étais en béquille. Encore dans le sable, quand ça s'enfonce, on sait qu'à un moment donné, ça arrête de s'enfoncer. Donc on peut plonger les béquilles dans le sable sans problème. Mais là, les galets, ouais, les galets, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Quand je réfléchis aujourd'hui à ça, je me dis, mais enfin, même mes parents, quoi, ils m'ont amené à cette plage-là. Ouais, c'était un peu risqué. en Mais Normandie, en Galais, il y en a pas, il y non, en a pas. non, en fait, moi, j'ai eu mon accident. J'étais au Liban à l'époque. Je vivais au D'accord. Liban. Je vivais au Liban depuis déjà 10 ans. Ouais, plus de 10 ans même. Et donc, quand j'ai eu mon accident, je suis restée sur place parce que déjà, j'étais en plein dans mes études. Ma famille était là-bas aussi, enfin, mes parents, mes frères. Et donc, je me suis dit, non, je vais pas rentrer en France pour passer en centre de rééducation. Ça sera vraiment, enfin, faire tout ce chemin toute seule. Euh, je, ouais, je me voyais pas faire ça. Je me voyais pas non plus arrêter mes études, même ne serait-ce que pour un an. Je pense que j'y serais jamais retournée. Et donc, j'ai choisi de rester là-bas pour me faire soigner. Donc, en fait, au Liban, une fois qu'on a bien cicatrisé, j'ai passé 3 mois à l'hôpital, je pense, je sais plus combien. On dit bravo, bravo Madame Francis, c'est bien, vous pouvez rentrer chez vous. Et en fait, je rentre chez moi. Et c'est de là que vient l'idée de m'inscrire dans un club handisport. C'est-à-dire que moi, j'avais jamais vu de prothèse de ma vie. Euh, je connaissais pas l'amputation, les fauteuils roulants qu'on voit au Liban, souvent c'est des personnes âgées qui sont dessus, donc c'est pas, voilà, le handicap n'est pas, est un peu caché. Et donc on passe pas par la phase de rééducation, comme je le dis, avec les kinés, les ergothérapeutes et tout ce qui va. Donc une fois que je suis rentrée chez moi, bon, moi j'ai continué ma vie, hein. Mes copains de fac ils venaient me chercher pour que je retourne en cours assez vite, parce que je prenais plus le bus, j'avais vendu ma moto aussi, donc voilà, c'était un peu complexe. Et donc, c'est pour ça qu'on est retourné, quand on est retourné, il y a cette culture d'aller nager dans la mer plus de 6 mois par an hein, là-bas. Et donc, ben, naturellement, quand on veut aller dans l'eau, on va dans la mer, quoi. Donc, mais voilà, avoir choisi cette plage de galets, c'était assez particulier quand même, parce qu'il y en a des plages de sable fin au Liban. Mais bon, voilà. Alors, la première fois que je suis vraiment allée dans l'eau, donc je me suis approchée tout simplement en béquille jusqu'à avoir l'eau au niveau du tibia gauche, on va dire, la cheville dans l'eau. J'ai donné les béquilles à ma mère et puis bah, j'ai plongé, quoi. Donc, j'étais quand même déjà assez à l'aise dans l'eau, donc ça allait. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir de battement à droite, de ne pas avoir de poids, même ne serait-ce que de poids sans battement, ça m'a fait bizarre. C'est comme si on tapait dans le vide, en fait. Ça m'a fait ça sur plusieurs. Et ouais, ça a été une sensation vraiment gênante où je dis, waouh, c'est bizarre. Et du coup, je réessayais et là, je me suis habituée, en fait. Je me suis habituée à l'eau qui coulait sur mon moignon au lieu d'avoir un battement et un pied qui tape dans l'eau. Donc, bah, on s'y fait assez vite, hein. Mais voilà, il faut quelques temps d'adaptation. Wow. Moi, ça m'épate, hein. Franchement, cette résilience, cette adaptation, et puis évidemment, tu l'as dit, choisir le plus difficile au début, peut-être inconsciemment, en fait, ou innocemment. Voilà, Oui, plutôt innocemment, ouais. On savait que j'aimais bien cette plage. C'est une plage où il y a tout de suite de la profondeur et tout. Donc, une plage aussi où il n'y a pas beaucoup de monde, j'avoue. Donc, on était allé sur cette plage un peu, voilà, il y a de la place pour se garer, c'est plus facile. Un peu sans trop se poser de la question de la logistique pour atteindre l'eau, quoi.
Et, mais entre le Liban et Paris 2024, il y a quand même quelques kilomètres. À quel moment tu reviens en France? Pourquoi? Peut-être en passant par je fais mon premier paratriathlon, quoi. Alors moi, je commençais donc en 2014, je rencontre un cycliste, j'étais encore au Liban, un cycliste qui pratique du vélo. Alors pour vous dire, j'étais vraiment très très loin du monde du handicap parce que cette personne, elle est en fauteuil roulant, donc il est paralysé. Et il me dit, je lui demande quel sport il fait, il me dit, je fais du cyclisme. Et là, j'ai cru à une blague, pour vous dire. Je lui dis, ouais, et sinon tu fais quoi? Il m'a dit, bah, du cyclisme. Je lui dis, mais tu peux pas bouger tes jambes, tu vas me dire que tu fais du vélo. Et là, il m'a raconté qu'il faisait du handbike, il m'a montré son handbike, il m'a laissé tester le handbike. Mais pour vous dire, j'étais vraiment à, moi, le monde du handicap, c'était même en 2014 encore, alors que ça faisait déjà 3 ans, hein, j'en étais vraiment très très loin. Et donc, j'ai testé le handbike. Donc, le handbike, on est au ras du sol, on a une sensation de vitesse assez rapidement. C'est assez grisant comme sport. Et j'adore ça. Donc, j'ai vite adhéré. Et puis, c'était un peu la mode du triathlon au Liban avec les potes. Donc, on faisait ça en relais. Donc, moi, je faisais la partie natation parce que c'est ce que les triathlètes un peu appréhendent. Et puis, il faisait le reste. J'avais un copain qui pédalait, un autre qui courait, jusqu'au moment où je me suis dit que j'aimerais bien faire un triathlon toute seule, quoi. Mais voilà, en même temps, j'avais mes études, donc j'étais pas non plus. Moi, j'ai présenté, pour vous dire, j'ai présenté ma thèse en juillet. 3 jours après, j'étais dans l'avion, je suis rentrée au Liban. Donc, en France, pardon. Donc, je suis pas restée après mes études. J'attendais vraiment d'avoir mon diplôme. Et une fois que j'ai eu mon diplôme, je suis revenue ici. Et là, j'ai contacté la Fédération française de triathlon. C'est Nicolas Becker à l'époque qui gérait l'équipe. Et donc, je lui ai dit, bah, enfin voilà, j'aimerais bien faire du paratriathlon. J'ai pas de connaissance du sport de haut niveau, mais bah, j'aimerais bien tenter ma chance, quoi. On était sur une année post-olympique, il y avait eu les Jeux de 2016 à Rio. On avait eu la première médaille française du triathlon français. Donc ça, c'était cool. J'avais vu Gladys Le Moussu et sa médaille de bronze. Et donc, c'était assez inspirant. Et donc, il m'a dit, bah, tu peux venir tous les ans, au mois de décembre, on fait des stages de détection. Et donc, je me suis rendue à Cannes. J'ai passé les tests sur les 3 épreuves, la natation, le handbike, le fauteuil d'athlétisme. Euh, alors, le handbike, on m'a prêté un handbike. Le fauteuil d'athlétisme, je me suis dirigée vers le comité départemental handisport qui m'a prêté un fauteuil. Et donc, c'est comme ça que j'ai passé les tests hein, de détection et que petit à petit, j'ai commencé à m'entraîner. J'ai compris qu'un sportif de haut niveau, c'était quelqu'un, bah, déjà, c'était son métier, hein. C'est quelqu'un qui, surtout pour le triathlon, pratiquait 2 à 3 fois par jour, qui avait une hygiène de vie et tout. Enfin, tout ça, je ne le savais pas, hein. Voilà, j'étais loin du monde du handicap, mais loin du monde du sport de haut niveau aussi. Donc, j'ai dû apprendre tout ça. Voilà un peu comment j'en suis venue au collectif Équipe de France, au triathlon, etc. Ok. T'as fait quoi comme étude? Parce que nous dis Je suis vétérinaire. Ok. Ouais, donc rien à voir avec les sciences sociales, Non, le sport ou autre. non. Euh, Justement, tu parles de tout apprendre. Tu disais tout à l'heure qu'un sportif de haut niveau ou une sportive de haut niveau, ça vit de son sport, ça vit aussi pour son sport. À ce moment-là, comment tu vis? Tu t'installes en tant que vétérinaire ou tu exerces dans un Non, pas cabinet du de tout. salarié? En fait, quand je suis arrivée en France, j'ai été hébergée chez ma mamie quelques semaines, jusqu'au moment où j'ai pu trouver un petit logement, on va dire, d'étudiant. Mais bon, à ce moment-là, si vous voulez, j'étais même pas inscrite, j'avais même pas de carte vitale. Donc, j'avais quitté la France, j'avais 8 ans de mémoire. 8 9 ans, donc vous voyez, j'ai dû faire toutes les démarches. On n'en Assez parle vite, pas, j'ai vécu 16 ans au ouais, non, Luxembourg. mais Tu pars de la France, tout se passe bien, tu reviens, c'est c'est un enfer. terrible. Il a fallu attendre des mois. J'ai eu le droit au RSA. Après, j'ai fait toutes les démarches pour avoir l'allocation adulte handicapé. Euh, mais j'ai travaillé à côté parce que clairement, entre le moment où on dépose un dossier à la MDPH et le moment où on obtient les aides, il peut se passer 2 ans. Donc Euh, MDPH, la maison des handicapés. Départementale des personnes handicapées, c'est ça, où on peut avoir l'allocation adulte handicapé, donc l'AH, qui est, bon, aujourd'hui elle a augmenté un peu, mais à l'époque, je pense que c'était 600 ou 700 euros.
Donc bon, ça pouvait permettre quand même de payer une facture sans vivre, mais de payer ses factures. Mais donc oui, entre le temps où on pose un dossier, on obtient les aides, même pour les RSA, il y a du temps qui passe. Donc à ce moment-là, moi j'avais vu une annonce passer il y avait le centre d'hébergement pour les réfugiés de Nantes, le centre nantais d'hébergement de CNHR. Il y avait une psychologue qui travaillait avec des réfugiés syriens, irakiens, et elle cherchait une interprète, hein, ou un interprète en langue arabe. Et donc, j'ai vu cette annonce, je me suis dit: «Bon, ça serait quelques heures par, semaine, ça me permettrait aussi de m'entraîner», parce que j'avais bien compris qu'il fallait s'entraîner, au quotidien. Et donc j'ai postulé et comme, au Liban, en fait, c'est le même dialecte, c'est le syro-libanais et donc j'ai pu, travailler avec cette psychologue pendant, quelques années même, où, voilà, je faisais l'interprète, entre ces réfugiés qui parlaient pas du tout français et puis elle, bah, qui parlait pas du tout arabe pour le coup et donc ça m'a permis, d'avoir une petite rentrée d'argent, pour pouvoir, voilà, avoir un minimum, pour vivre. Wow. Je suis épaté, franchement. c'est, euh, et pendant ce temps-là, tu t'entraînes, tu progresses et tu acquiers le statut de sportif de haut niveau. Oh là, pas tout de suite, pas tout de suite. Ça a pris un peu enfin ça a pris un peu de temps, tout dépend de comment on voit les choses, hein, C'est fait en certains me 4 ans, disent quoi. Parce que qu'en gros, tu viens post-Rio, enfin, tu contactes Nicolas Becker voilà. post-Rio et puis tu étais à Tokyo, donc ça s'est fait en 4-5 ans, quoi. C'est ça. En fait, j'ai eu cette chance de bah, toujours le même pote, qui m'a fait découvrir le handball, qui me prête un vélo, en 2018. Alors la Fédération française de triathlon, demande une invitation pour m'inviter au championnat du monde, chose qui se passe bien puisqu'elle passe. Donc je vais au championnat du monde avec l'équipe de France en 2018 et j'ai le vélo, en carbone, du pote, qui tout va bien et j'ai un fauteuil d'athlétisme qui est encore de prêt mais et donc lui, il me prête ce vélo, un mois avant donc moi je m'installe dedans, j'essaie de positionner le vélo, je roule avec, je trouve ça super, il est en carbone et en fait, au championnat du monde, tout se passe bien, je finis 4e de la course. Voilà, j'étais sur un bon jour, je sais pas ce qui s'est passé et donc c'est un peu suite à ça que je suis rentrée sur les listes de haut niveau. D'accord. Donc une bonne course, un top 5 au championnat du monde, ça fait rentrer sur liste de haut niveau. Donc en 2019, je rentre sur les listes de haut niveau et derrière, la fédération peut, à ce moment-là, débloquer aussi des aides. Donc ils arrivent à acheter du matériel que j'utilise encore aujourd'hui, heureusement, grâce à eux. Et ils me trouvent aussi un sponsor avec le pack de performance. Je suis suivie à cette année-là par la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. Et donc, ce sponsor, c'est énorme parce que c'est mon premier sponsor. Ça me permet déjà de souffler. Ensuite, de financer des compétitions. Parce que, bon, aller sur la mouche de Coupe du Monde de Besançon, ça va encore. Mais quand il faut aller au Canada ou en Australie, faut payer ça. Donc, il faut Et puis, savoir je que le tous les. rappelle, je me permets de couper, mais je le rappelle, Oui, tu es une paratriathlète. Donc, ça veut dire il faut que tu te déplaces. Il faut que tu déplaces ton handbike. Il faut que tu déplaces ton fauteuil d'athlète. Il faut éventuellement, pour certains paratriathlètes, déplacer l'équipe qui va avec. Donc, c'est pas un déplacement anodin, même juste à Besançon, quoi, en fait. ouais, 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 non, c'est beaucoup de démontage de matos, de housses, de roues, alors qu'on a déjà 6 roues, et puis les roues font pas la même taille, forcément, hein, ils ont fait les choses bien. Donc, ouais, on a 6 roues. Si on veut amener des roues de rechange, donc, ben, on en compte au moins 10 quoi, dont 10 sacs de roues. Enfin, ouais, c'est énormément de logistique. C'est c'est énormément de logistique. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que tout a débuté, mon premier sponsor donc. Et puis après, les choses ont évolué. J'ai participé en effet aux Jeux de Tokyo, qui pour ma part, heureusement, ont eu lieu en 2021. Parce qu'en 2020, c'était pas sûr que je puisse y participer, j'étais pas dans le top 9 mondial. Et en 2021, bah, c'est passé in extremis, quoi. Donc je participe au jeu et suite à ça, alors là mon niveau clairement il évolue, hein. Je suis suivie par un entraîneur, j'ai une préparatrice physique, voilà les choses, ont changé. J'ai une démarche professionnelle on va dire, sans forcément l'être encore, mais j'ai une démarche professionnelle et en Ouais, tu l'étais déjà, 2022. parce que sportif de haut niveau, tu avais une CIP, je pense. Enfin, en tout cas, tu étais Bah non, accompagné. non, justement, j'en avais pas, donc c'est pour ça que je dis la caisse d'épargne. En fait, le billet qu'ils me refilaient, moi, j'ai pas acheté de carbon bike avec. Ça me payait mes factures et mon train de vie, on va dire, même si voilà, c'était pas un train de vie
de star, mais c'est-à-dire que les compétitions, ça me payait les déplacements, l'hôtel, l'avion, voilà, tout ça, le parking de l'aéroport, vous voyez, un peu tout Hmm. ça, quoi. Mais ça m'a pas permis d'acheter du matériel pour autant. Et c'est en 2022 où justement j'ai obtenu cette CIP, donc avec l'armée Attends, de on n'était pas champions. trop vite. 2021, donc Tokyo. Comment ça se passe, tes premiers jeux à Tokyo? Oh bah, ça se passe bien. Moi, j'étais déjà ravie d'être là, hein, Covid ou pas Covid. Moi, ça, ouais, moi, j'ai tout trouvé bien, si vous voulez. Je trouvais le décalage horaire parfait parce que quand les Français s'excitaient de leur côté, nous on dormait. Derrière, quand on se réveillait, on avait la journée, on était tranquille parce que les Français ils dormaient, on n'avait pas plein de sollicitations médiatiques. C'était, tout était bien. Franchement, bon, à part la nourriture, parce que j'ai un peu du mal avec la nourriture japonaise. Mais non, non, mais même l'équipe de France a super bien géré. La fédération en fait, on a eu la chance d'être à Tokyo bien en amont de l'épreuve parce qu'il y avait toute l'acclimatation. Bon, déjà le climat, hein, très chaud, très humide, mais aussi le décalage horaire. Donc, on a pu partir en pré-camp du côté du mont Fuji Mhm. avant l'épreuve, avant d'arriver au village. Et là, ça a été vraiment le début de toutes ces sollicitations qu'il y avait en France. Ben, nous, on était déjà partis. Arrivé là-bas, on a passé 10 jours au calme. Mais vraiment, on était dans un hôtel en face du mont Fuji. Bon, déjà, c'était très apaisant, mais en plus de ça, voilà, comme je le disais, ce décalage horaire parfait entre le Japon et la France. On était entre nous. C'était franchement. Et puis moi, j'avais zéro pression, hein, honnêtement. Je Ouais, j'ai pas de enfin, j'avais ce lien avec la fédération qui m'avait trouvé des sponsors, mais c'est tout si vous voulez. J'avais pas d'autres attentes à l'extérieur. J'avais pas d'autres sponsors, j'avais pas enfin, ouais, c'était quand même, assez tranquille pour moi, quoi. J'étais bien et donc je suis arrivée à Tokyo, enfin sur l'épreuve, bon, j'ai découvert le village, c'était chouette, quoi. J'étais émerveillée tout le long, quoi. Je me rappelle pas avoir vécu, des moments de stress, quoi. Est-ce que Et ça après, s'est oui. concrétisé dans ta course? Bah, je pense, clairement, je pense parce que j'ai fait une superbe course, honnêtement. J'ai, j'ai fait, alors, je pense que si j'ai bonne mémoire, j'avais le deuxième temps natation, le troisième temps vélo, chose inespérée à ce moment-là. Quand je pose le vélo, j'étais troisième, un truc de fou. Il restait un quart d'heure de course, j'avais une médaille autour du cou, les Toki s'affolaient, les Italiens ils gueulaient d'aller chercher Francis, enfin c'était un truc de enfin, voilà, c'était inattendu pour tout le monde. Moi, staff compris, mon entraîneur qui était là, qui courait à ce moment-là, Yannick Bourseau, qui était censé rester à l'intérieur du sas à la clim et qui finalement était sorti à chaque fois pour me voir passer en vélo. Donc ouais, c'était quand même dingue, quoi. Même les copains de l'équipe de France qui avaient couru la veille, qui étaient là au bord du parcours, enfin, je voyais dans leurs yeux que j'étais en train de faire un truc de fou, si vous voulez. Moi, quand je pose le vélo et que je pars en fauteuil d'athlétisme, je me rends même pas compte que je suis troisième. À ce moment-là, ça a été vraiment une des premières courses où souvent on parle de flow et je pense que j'étais dans le flow en fait. J'étais dans mon truc et malheureusement en fauteuil d'athlétisme ça se passe pas comme prévu et je perds 3 places. Donc je finis sixième. Écoute, Ce qui est ouais, un peu plus logique, on va dire, le classement. Voilà, la hiérarchie s'est faite naturellement, on va dire, sur la dernière partie de course. après, je pense qu'il y en a beaucoup qui signent pour une 6e place au JO, hein. Oui, sûrement, Quand oui, tu vas oui. aux JO, tu as le Moi j'étais temps ravie, hein. pour être sur la boîte. Mais Ouais, ouais, moi c'est après la course que je me suis dit mais en fait, c'était possible, quoi et ouais, c'est là que c'est mais bien, bien après la course. C'est venu des semaines après où je me suis dit: «Mais en fait, c'était possible». Quand j'ai commencé à tout analyser, à redescendre, à penser à ma course et donc ce que je fais, c'est que donc ça, c'était, fin août, 28 août et on a eu le championnat d'Europe et après il y a eu le championnat du monde, fin octobre. Et pour le championnat du monde, la sélection était quand même assez, bon, c'était après les Jeux, c'était longtemps après les Jeux même, championnat du monde, donc la Fédération française de triathlon a un peu on est parti en petit comité, on va dire, pour le championnat du monde et moi j'ai pris mon fauteuil d'athlétisme
Et je suis allée voir une entreprise qui soude l'alu et je leur ai dit, il faut changer ce fauteuil, ça va pas. Et donc, on a tout démonté, sachant que le fauteuil, c'est quand même assez technique. Il y a le parallélisme, il y a machin, il y a le poids aussi. Donc, ils ont tout dessoudé, on a tout ressoudé, on a trouvé la position, ce qui veut dire que j'ai loupé bien 2, 3 semaines d'entraînement en fauteuil. Hein. Mais comment ça, t'as pas Et 3-4 fauteuils d'avance? Oh là. non, Non, on y reviendra sur le coup que ça non, représentait. non, et puis en arrangeant ce fauteuil, on se demandait même si ça allait tenir. En fait, on n'était même pas sûr de notre coup. Donc, j'avais le championnat du monde qui approchait, j'étais même pas sûre d'avoir un fauteuil d'athlète. Mais on a pris le risque, on l'a fait et puis, finalement, quand je vais au championnat du monde, je crois que je finis 40 secondes derrière la fille qui gagne le bronze aux Jeux, quoi. J'ai, un meilleur chrono qu'elle en fauteuil, c'était vraiment la clé, la solution, je l'avais trouvée. Quelques semaines plus tard, mais je l'avais trouvée. Et donc ouais, c'était chouette, quoi, de voir, donc les Jeux et débloquer ce m'aient permis de débloquer ce petit palier en fauteuil, quoi. Bon, deuxième au championnat du monde quand même. Non, 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 quatrième, quatrième. Quatrième. Ouais, quatrième, ouais. Bon, c'était Et, déjà mieux que les Jeux, mais j'avais encore faim, on va dire. et après, championnat du monde, championnat d'Europe, on va pas faire toutes les compétitions, mais Non, principales, voilà. mais après on a préparé. En fait, suite à ça, si vous voulez, c'est surtout là que est venu le soutien nécessaire au haut niveau. Pour moi, c'est vraiment la CIP avec l'armée de champions. On a le Centre national des sports de la défense, donc c'est le bataillon de Joinville qui soutient. Alors pour les Jeux, c'est monté à plus de 270 sportifs, je pense, Jeux d'été, Jeux d'hiver. Et, euh, et donc, ils soutiennent ces sportifs. Donc, il y a les sports olympiques qui, eux, ils ont des grades. Hein. Ils sont soit l'armée de terre, soit les matelots, soit les aviateurs. Et après, il y a les sports paralympiques où nous, on est agent sous contrat. Donc, on touche un salaire tous les mois et ce qui nous permet de pas réfléchir à comment on paye ses factures, tout simplement, et à pratiquer notre sport, quoi. Donc voilà, j'ai signé ce contrat avec eux en 2022 et c'est sûr que c'est depuis un grand soutien, quoi. Et ça continue. Et on Et ça espère que ça va continue. continuer jusqu'à LA et même au-delà. Oui, oui, on verra. Ouais, ouais, on verra d'ici là. Mais c'est sûr que là, à partir du moment où j'ai eu ce contrat avec l'armée, bah, on se pose plus de questions, quoi. On est focus sur ce qu'on fait tous les jours. On se demande pas comment on va payer ses factures, tout simplement. C'est vraiment tout bête. Mais l'argent des sponsors, bah, on le met clairement dans son sport. S'il faut payer des séances, je sais pas, d'ostéo, de kiné en plus, de cryothérapie, on le fait. S'il faut acheter des fruits et légumes bio, ben, on le fait. Enfin, vous voyez, c'est aussi un niveau de vie et de récupération finalement qui s'élève. Moi, j'ai trouvé un lieu d'entraînement optimal pour la pratique du paratriathlon, enfin du triathlon en fauteuil, pour être plus précise. J'ai pas hésité à déménager pour m'entraîner dans ce lieu-là. Et voilà, c'est payer la préparatrice physique comme il faut. Enfin, derrière, c'est ouais, une vie de sport de haut niveau finalement qui se dessine. Et c'est à ce moment-là, j'ai envie de dire, qu'on devient professionnel. Ouais. Où tu vis de ton sport, véritablement. Ouais, Tu survis pas, c'est mais tu ça. vis de ton sport. Exactement. Quand je dis que j'avais une démarche professionnelle, certes, je l'avais, mon entraîneur l'avait, etc. Mais bah, on peut faire ce qu'on veut, même avec une démarche professionnelle. À un moment donné, le coût de la vie nous rattrape. Et donc là, c'est sûr on n'a plus seulement cette démarche. Enfin, finalement, on se doit d'avoir cette démarche une fois qu'on est professionnel. Mhm. C'est autre chose. Hein. L'armée, comme ils nous le répètent, mais ils ont totalement raison. Ils nous donnent des droits. Hein. C'est le droit d'être professionnel. Mais derrière, nous, on a des devoirs. Et le C'est là devoir où d'avoir cette démarche, c'est d'acter, enfin de se conduire en professionnel, en sportif c'est professionnel. ça. Et le devoir, c'est exactement ça. C'est de respecter la récup, de respecter les entraînements, les entraîneurs, de bien représenter la France, quoi, quand on a le drapeau. Et ces devoirs c'est pour ça que je vous parlais des Jeux de Tokyo et un peu de cet émerveillement et le fait de rien ressentir en termes de pression. Mais ces devoirs, ils peuvent engendrer de la pression derrière. Et ça demande aussi du travail sur l'image qu'on donne, pour que les gens enfin, perçoivent de nous.
Mhm. Et donc tout ça, c'est sûr que c'est un travail en plus, on va dire. Un travail en plus que tu fais sur toi, toute seule, tu es accompagnée par un prep mental Alors, ou pas? moi, je suis accompagnée par un préparateur mental. Après, c'est pas, je travaille pas sur moi pour être polie au quotidien et avoir et donner une bonne image de moi. Je disais merci, au comptoir à l'aéroport quand je payais pas mes bagages quand même avant. Mais c'est-à-dire que c'est plus, vous savez, la communication, les réseaux Bien sûr. sociaux, ouais, la tenue vestimentaire, enfin tout là. À partir du moment où c'est pareil pour, quand il y a eu, enfin pour les Jeux de Paris, j'ai été capitaine du relais de la flamme. On m'a demandé d'être, avec la torche sur un événement, enfin bref, peu importe, mais c'est-à-dire que les gens apprennent mon nom, ils ont et donc ils s'attendent derrière à ce qu'on soit à une disponibilité de notre part. Mhm. Pareil pour toutes les sollicitations qu'on a eues au niveau des collèges, des écoles, des, voilà, il y a eu énormément de personnes qui ont sollicité les sportifs. Alors je parle de moi, mais je pense que c'était le cas de tout le monde pour les Jeux de Paris et ces personnes-là s'attendent à ce qu'on soit disponible. Sauf que des fois, enfin, il faut rappeler que notre métier, nous, c'est de faire du sport, en fait. Hein, c'est d'être, de montrer une certaine performance le jour J. Et tout ce qui est à côté, normalement, c'est pas censé être notre métier, quoi. Et c'est aussi pour ça que je te remercie et que je remercie toutes celles et tous ceux qui acceptent de venir sur le podcast parce que Oui. ça prend du temps sur la récup. Bon, nous, c'est plus facile parce Non, que non, puis là, on en allait post-olympique mais et justement, les sollicitations ont dégringolé, alors que je pense que tout le monde devrait en profiter. Mais bon, bref, peu importe. Mais non, non, moi, il n'y a aucun problème. Sinon, je réponds négativement. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. bon, écoute, je te remercie. Et est-ce qu'avec cette démarche professionnelle qui se professionnalise, donc tu n'es plus simplement dans une démarche, mais tu deviens sportive professionnelle, sportive de haut niveau professionnel, tu vis de ton sport et pas uniquement pour ton sport, est-ce que tu le ressens aussi dans les résultats, dans la qualité de ton entraînement au quotidien, dans ta récupération? Est-ce que tu vois un changement? Ah bah oui, Au-delà juste complètement. de plus poser la question de comment tu vas payer tes factures, bien sûr, mais sur l'aspect Mais sportif oui. des choses. Complètement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai eu le salaire de l'armée qui est tombé, alors moi j'ai pris un logement à Orléans où, avant j'étais sur Nantes et enfin j'ai gardé mon logement sur Nantes de très longtemps, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où je veux faire du fauteuil d'athlétisme ici, je vais dans mon garage, je grimpe dans mon fauteuil d'athlétisme, je pars, j'ai, 1 minute 30 à faire et je suis sur mon lieu d'entraînement. Et c'est un lieu sécurisé où j'ai pas de bout de verre, j'ai pas de voiture qui passe, j'ai pas de feu rouge, j'ai personne qui va me faire une queue de poisson, enfin bref, peu importe. Et je suis donc focus vraiment enfin, sur mon entraînement, sur mon rythme cardiaque, sur mon souffle, sur ma poussée techniquement, sur tout, mes trajectoires à prendre, voilà. Avant, quand je devais faire du fauteuil d'athlétisme, je mettais mon fauteuil, je devais sortir de chez moi, prendre mon fauteuil, le mettre dans la voiture, monter dans la voiture. Donc déjà, on me compte un transfert. Descendre sur mon lieu. J'avais 20 minutes de voiture, 20-25 minutes. Je descendais de la voiture, je partais en fauteuil d'athlétisme. J'avais fini ma séance, je remettais tout le bazar dans la voiture. Je reconduisais 25 minutes chez moi, je redescendais le tout de ma voiture, j'arrivais, j'ai le temps de prendre une douche, de cuisiner, il était passé bien 1 heure. La récupération, elle prend un coup. Ouais. La récupération, clairement, elle prend un coup. On n'a pas la même concentration sur sa séance quand on a roulé 25 minutes en voiture avant. On peut dire ce qu'on veut, c'est pas pareil. Il y a les transferts sur les bras, il y a à un moment donné, on fait un sport qui est sur les bras, il faut, voilà, faut tout calculer, quoi. Et c'est vraiment cette année 2022 qui a tout changé, où j'ai tout optimisé. En fait, aujourd'hui, je rentre de mon fauteuil d'athlétisme, 20 minutes après, je peux être à table, je récupère plus vite, j'ai fini de manger, je suis déjà en train de me projeter sur la séance vélo ou natation de l'après-midi. En fait, j'ai réussi à me mettre dans un cadre où j'ai 2-3 séances par jour, mais j'ai aussi du temps libre. Mhm. Et ce temps libre fait que ben, derrière, la tête, elle respire mieux. Et donc, physiquement, on est aussi plus apte à se concentrer.
Ouais, et on le rappelle très souvent dans ce podcast, le triathlon, c'est 3 disciplines qui sont enchaînées, mais c'est pas que 3 disciplines. Il y a aussi l'hygiène de vie, il y a aussi la récupération, il y a aussi l'alimentation, la nutrition, etc., etc. Tout ça, ça rentre en jeu. Et forcément, quand on a une démarche professionnelle et qu'on a besoin de s'entraîner et puis de porter le drapeau et autres, bah, tout ça, c'est normal, ça rentre dans ton métier. Oui, tu fais peut-être 3 entraînements d'1 heure, donc 3 heures par jour. Mais les Ouais. peut-être, hein, on ne va pas rentrer Oui, oui, forcément oui, trop non, dans les mais détails, mais tous les 5 heures qui sont à côté pour faire une journée de 8 heures, bah, c'est la récupération, c'est la préparation du matos, c'est la nourriture, etc., etc. Et ça fait c'est partie de ça. ton métier. Exactement. Et puis, d'autant plus, j'ai envie de dire, alors c'est pas pour apitoyer sur mon sort, mais d'autant plus quand on est handicapé. Je veux dire, Ouais. aller à la piscine, on met autant de temps pour y aller, les vestiaires, le temps de plonger dans l'eau, que de nager. En fait, des fois, on fait une séance natation qui dure 1 heure. Bon, c'est assez rare, hein, normalement c'est un peu plus. Mais le temps de monter dans ma voiture, d'y aller, de passer par les vestiaires, de me changer, enfin, il y a clairement une demi-heure, une demi-heure. Donc, je mets autant de temps sur les à côté quand on va à la piscine. Alors, je vous en dis, enfin, les personnes qui ont un handicap un peu plus lourd que le mien, clairement, on passe du temps dans les transferts. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte quand on parle de sport paralympique. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut aller jouer au badminton, il prend sa raquette, il met une paire de baskets, il va jouer au badminton. Quelqu'un qui est en fauteuil, il passe un peu plus de temps à se préparer pour jouer au badminton, vous voyez. Donc, il y a tout ça à prendre en compte aussi dans les journées. Dans les Ouais. journées, quoi. C'est difficile de comparer un athlète olympique à un athlète paralympique dans la gestion de la journée et des heures d'entraînement, le volume, l'intensité et tout ce qui va avec, quoi. Et toi, au quotidien, au-delà du sport, tu te déplaces en fauteuil, tu es en béquille, tu as une prothèse, comment ça se passe? Alors, pour les épaules, j'évite les béquilles parce que ça ferait encore un entraînement en plus. Tu travailles déjà Donc suffisamment les bras, je pense. non, je suis plus souvent en fauteuil qu'en prothèse, même si, j'ai une prothèse au quotidien que j'utilise, mais sur des déplacements encore, beaucoup trop courts à mon goût. Mais oui, je suis plus souvent en fauteuil. Ok. Mais du coup, le fauteuil, ça te fait travailler les bras aussi? Ou, ou c'est Ouais, mais il roule marcher? bien mon fauteuil. Il roule bien mon fauteuil, c'est-à-dire qu'en donnant, de petits coups de bras, on avance quand même beaucoup plus vite. Non, non, le fauteuil, c'est quand même assez reposant et puis comme, vraiment je suis une flemmarde, j'ai acheté une petite roue électrique, je pose sur mon fauteuil et là, j'ai juste un petit coup de poignet à donner pour avancer. Donc pour vous dire, C'est j'ai ça, tout flemmard. optimisé les récup. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, flemmarde, avec des gros, Oui, gros guillemets, hein, tu mets du vent. ouais. Euh, Par rapport à, écoute, on a fait un bon tour. Juste pour boucler, Paris, comment ça s'est passé? Paris, c'était chouette. Paris, il y avait du bruit, il y avait du monde, ça a été une énorme vague, d'émotions pour les yeux et les oreilles. Parce que ouais, on le sentait venir, hein, ça montait, la pression montait, on sentait vraiment que les gens étaient, de plus en plus présents, même si on était seul chez soi, on le sentait quand même. Et puis, ça a pas loupé quoi sur les jeux, malgré il y a eu des reports d'épreuves, machin, bidule, parce que, la météo, il risquait de pleuvoir. Finalement, ils ont regroupé toutes les épreuves sur le même jour et ça a été, un boucan pas possible. En fait, tous les spectateurs qui étaient venus pour les catégories debout et malvoyants étaient là aussi pour les catégories fauteuil et inversement. Heu, donc ça a été énorme et c'était chouette. Après, l'épreuve, enfin sportivement quoi, en tant que telle, pour ma part, ça a été compliqué. J'ai fini 6e aussi, donc comme à Tokyo et c'était pas, ouais, même si la partie natation était quand même assez compliquée, donc normalement c'était, plutôt à mon avantage. Mais ouais, ça s'est pas super bien déroulé. Alors ça a pas été catastrophique, mais ça a pas été ma plus grosse course, quoi. Ma plus grosse course, de tous les temps, hein, on peut dire. Parce que j'ai jamais été aussi forte, ça a été au mois de septembre sur le championnat d'Europe. Donc à quelques semaines près, j'avais le niveau, mais là, j'ai pas eu le niveau qu'il fallait pour participer aux Jeux paralympiques, quoi. Enfin, j'avais le niveau pour participer parce que je me suis qualifiée, mais le jour J, ça a pas été, la forme, comme on dit, la forme olympique, quoi. Écoute, encore une fois, hein, ça Ouais, fait partie du métier. Les pics de forme, on essaye de jouer avec, mais des fois, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Encore plus, je pense, chez les femmes, parce que vous avez aussi vos cycles menstruels qui rentrent encore plus en jeu et qui vont encore plus c'est ça. trifouiller tout ça, parce que
voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'a priori ou d'idées reçues là-dessus, mais le côté psychologique joue aussi énormément sur les cycles menstruels des femmes. Et donc, tu l'as dit, hein, on sentait la pression qui montait. Il y avait eu les Jeux Olympiques valides avant. Ça a peut-être aussi perturbé certaines choses chez vous. Donc, voilà, je veux pas Ouais, et faire puis de il y a de mais non, médecine de mais c'est couple. exactement ça. Il y a des périodes dans le mois où on est beaucoup plus réceptif aussi, enfin réceptive pour le coup, à, euh, à tout ce qui peut passer à côté, quoi, les émotions des autres, c'est vrai que là, il y avait eu ce report d'épreuves, etc. On sentait que dans l'équipe, entre le staff et les athlètes, je ne vais pas aller jusqu'à dire perturbé, mais secoué peut-être légèrement quelques-uns. Donc, c'est vrai qu'il y a des fois, on peut pas s'empêcher. On est un peu, je vais pas dire une éponge, mais c'est vrai qu'on ressent ça et ça déteint, quoi. Ça déteint sur les autres. Alors, on a beau, c'est difficile hein, de s'isoler quand on vit dans un village avec d'autres athlètes, triathlon et hors triathlon, hein, tous les athlètes sont présents. Donc il y a déjà une certaine pression, on va dire, dans un village olympique, paralympique. Mais en plus, nous, on était dans un appart où on était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filles dans un appart. Donc pour vous dire, ça fait 8 individus féminins, du sexe féminin qui attendent leur épreuve. Donc voilà, on les vit toutes différemment. Mais c'est vrai que ça fait partie du jeu, quoi. C'est Ouais. comme ça. Euh, Écoute, je te souhaite que les JO de LA, parce qu'il n'y a aucun doute là-dessus, tu y seras, tu fasses pas 6e, mais tu montes enfin sur la boîte Bah ouais. et si possible sur la plus haute marche, s'il te plaît. Hein. Voilà. On croise les Ouais, doigts. ouais. Je croise aussi ce Merci défi. beaucoup. Vas-y. Euh, L'idée aussi du podcaston, comme je le disais, c'est de mettre en avant des causes caritatives qu'on soutient. Est-ce que toi, tu es ambassadrice d'une association, membre d'une association ou d'une fédération particulière? Enfin, est-ce qu'il y a une action que tu as envie de mettre en avant? Alors je ne suis plus membre, j'ai été bénévole, hein, au sein du comité départemental handisport de Loire-Atlantique, mais j'ai envie de dire c'est pareil pour, les régions, même si, bon honnêtement ils ont plus de financement donc je vais un peu moins en parler juste pour cette raison-là, pas parce qu'ils bossent moins. Mais c'est-à-dire comme je vous le racontais, moi quand je suis arrivée, j'avais pas de fauteuil d'athlétisme et c'est, leur fauteuil que j'ai utilisé. Un fauteuil qui eux, ils ont pu acheter grâce à des dons. Qu'ils utilisent pour faire des sensibilisations, donc ce qui est extrêmement important à mes yeux. Et que là, ils avaient immobilisé d'un côté parce qu'ils me l'avaient mis à disposition, donc je l'utilisais tous les jours. Je leur rendais pas le week-end ou les jours de la semaine, vous voyez. Et donc, voilà, c'était super important pour moi et je sais que pour eux, ça pouvait être pénalisant quand même d'avoir du matériel en moins. Mais donc j'ai envie de parler de tous ces comités qui bossent pour vraiment parler du handicap, qui se déplacent, qui vont dans les collèges, les écoles, les entreprises, les centres de rééducation aussi, où il y a des gens qui ont un accident de vie, leur vie bascule, ils connaissent pas du tout le monde du handicap, et ils tombent sur le comité qui est là, qui fait des épreuves, que ce soit du rugby fauteuil, du tir à l'arc, du fauteuil d'athlétisme, voilà, ils montrent que le sport est possible même après, dans la vie d'un handicapé. Et donc, ouais, j'ai envie de parler d'eux. Je me dis, même si on ne peut pas donner financièrement ou du matériel, ce que je comprends totalement, je pense que pour certaines personnes, on peut donner de notre temps. Alors, je parle à tout le monde, les gens qui sont sportifs, pas sportifs, les gens qui sont en situation de handicap ou pas. Je veux dire, des bénévoles, tout le monde en a besoin pour justement ce genre d'action. Quand ils descendent six fauteuils, quand ils vont dans un centre de rééducation avec 6 fauteuils de rugby, bah, il faut quelqu'un pour leur donner un coup de main à descendre, ne serait-ce que les descendre, ces 6 fauteuils de rugby du camion et être là avec les personnes, les aider à s'asseoir dedans, même s'ils y connaissent rien en fait. Et je m'adresse aussi aux sportifs en situation de handicap, sportifs de haut niveau ou pas, parce que je pense qu'ils peuvent aussi donner de leur temps. Encore une fois, je parle dans un centre de rééducation. Je pense que pour une personne qui vient d'être amputée ou paralysée, qui est dans un centre de rééducation, voir un sportif arriver dans ce centre de rééducation, euh, un sportif en fauteuil ou amputé avec une lame, et ben tout de suite l'image du handicap elle change. Euh, Moi, quand j'ai eu mon accident, l'image du handicap, c'était une personne qui marche dans la rue en boitant.
Aujourd'hui, quand je parle du handicap, je vois un sportif de haut niveau avant tout. Donc je pense que on a tous moyen de donner à ce genre d'association. Alors je parle du comité départemental, mais ça peut être un club de sport, hein. Il y a des clubs affiliés à la FFH. Voilà, et je pense qu'on peut donner de notre temps, nos sportifs de haut niveau, sur les années post-olympiques. On va pas se mentir, on a tous 1 ou 2 heures par semaine à donner, aller sur des créneaux de club et pouvoir donner un peu de son temps. Je pense que ça fait du bien à tout le monde, quoi. Écoute, merci. Et puis, c'est un dernier témoignage super émouvant. Merci beaucoup. Mona, où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on t'encourage? Où est-ce qu'on te contacte si on a envie d'échanger un peu plus avec toi? Alors, je suis sur les réseaux sociaux, sinon je suis dans une piscine ou sur la route à m'entraîner. Mais ouais, je suis sur les réseaux sociaux, forcément, Instagram, Facebook, ouais, surtout ceux-là, en fait. Ça marche. LinkedIn, vous risquez d'attendre une réponse très longtemps, j'y vais pas souvent. Faut qu'on en parle de ton profil LinkedIn d'ailleurs. Je te parlerai en off. Écoute, merci beaucoup Mona. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Bonne continuation, bonne préparation, bonne récupération. Et puis on se donne rendez-vous au plus tard à LA 2028. Ça marche, merci. Merci. Yeah.